Le Barça est-il actuellement la meilleure équipe d'Europe? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notamment répondre à cette question et pour faire une analyse détaillée, approfondie de ce FC Barcelone. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête et que j'avais envie de le faire aussi. Donc c'est parti, on va faire ça aujourd'hui, avec le petit angle supplémentaire qui va être de se poser la question de est-ce que ce Barça est la meilleure équipe d'Europe actuellement, sachant que les équipes qu'on va considérer pour prétendre à ce titre vont être trois. Le PSG, le Bayern Munich et le Barça. Et qu'on va mettre l'Inter un petit cran en dessous, même si lorsqu'on fera leur analyse, on verra si on les réintègre dans cette conversation ou pas. Et on va pas mettre le Real dans cette conversation, parce que la question n'est pas quelle équipe a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions, mais quelle est l'équipe la plus dominante, la plus impressionnante. Et que sur ces critères-là, par rapport au jeu déployé, je pense que le Real est un cran en dessous de ce que font le Bayern, le PSG et l'Inter. Donc voilà, déjà on se concentre sur l'analyse du Barça, et en fin de vidéo, on revient sur cette question et on donne notre avis là-dessus, en espérant ne pas trop se faire détruire dans les commentaires par ceux qui vont être déçus par notre avis. Alors, pour analyser le Barça, j'ai pris principalement le match face à l'Atlético, déjà parce que c'est le plus récent, donc ça donne une idée de comment l'équipe joue actuellement. Et puis aussi parce que c'est un match dans lequel on le verra, le Barça jouer avec son 11 vraiment type. Petite parenthèse avant, très sympa la réalisation espagnole, hein. Petit visuel plutôt cool. Le Metropolitano, bon, assez grandiose. Rien à dire, c'était sympa. Les compos, assez originales. Les caméras sur les célébrations en Liga, ça fait un petit moment, quelques années là où c'est la folie. À quel point on a de l'ultra HD, ultra proche des joueurs. Sur ça, la Liga, sur la Real, ouais, ils sont pas mal. Point négatif par contre, mais ça c'est peut-être dû au Metropolitano, les caméras trop proches du terrain. Trop proches du terrain, on peut voir que la moitié du terrain maximum à chaque fois. C'est pas pratique pour voir, enfin, quand on veut faire une analyse tactique d'une rencontre, c'est vraiment pas très pratique. Donc on avait l'Atlético, avec Oblak dans les caisses, Llorente, le Normand, l'Anglais et Reinildo, qui apparemment s'appelle aussi Mandava, j'étais pas au courant. Simeone, le fils du Cholo, De Paul Barrios dans l'axe, Barrios qui depuis un assez long moment est préféré à Gallagher. Lino à gauche, Griezmann et Julián Alvarez. Pareil, hein, équipe type pour l'Atlético. Côté Barça, donc ce fameux 11 type, Chesney dans les caisses, Baldé à gauche, Koundé à droite, Cubarsí, Martinez en charnière centrale, Casado, Pedri pour régner sur le cœur du jeu, Olmo milieu offensif, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Lewandowski en pointe. La première chose qu'on voit sur ce Barça, et là je vais rien vous apprendre, c'est ce côté boa constrictor, donc capable de constriction. Le titre de la vidéo est dû à ça, animal à sang froid, c'est aussi pour ça. Parce qu'il va pressuriser l'adversaire d'une façon extraordinaire, qui est suffocante. Et que, ben, on peut le voir sur plein de phases de jeu et on peut montrer 1000 exemples de ça. Bon, moi j'en ai pris 2, mais je pense pas que vous allez apprendre énormément de choses dans ce premier point-là. Là, ici, on est à la 6e minute du match. Le Barça est en 9v8. L'Atlético vient de récupérer le ballon et le Barça va se déployer. Pression maximale sur le porteur, 3 joueurs, qui est obligé de partir, de faire une passe négative vers l'arrière gauche. Il reçoit le ballon, tous les joueurs du Barça s'orientent et foncent sur les lignes de passe possibles. Les lignes de passe c'est quoi? Celle-ci, elle est déjà quasiment plus possible puisqu'il y a un joueur là. Celle-là en passe négative, celle-ci aussi en passe négative mais trop latérale, donc très dangereuse. Généralement jamais faite ce genre de passe. Ils foncent. La passe négative la plus simple est choisie. Et là, tous les joueurs se déploient et vont couper toutes les autres lignes de passe. On se retrouve ici. Il y a cette passe-là difficile, mais possible. Il y a celle-là, plus facile, et de se dire, ok, on peut aller ici en 2 temps. Mais ça fait perdre un temps de passe, donc pas forcément idéal. C'est ce qui va être choisi. Rafinha va s'orienter de manière à essayer de couper cette ligne de passe. Il va pas avoir le temps d'y arriver, mais Pedri, qui a tout vu, il indique, alors même que cette passe-là n'est pas encore faite, il indique déjà la passe suivante. Il y a un joueur de l'Atlético qui est un peu plus haut là. Et il va aller se positionner sur cette ligne de passe et récupérer le ballon
Là, c'est une première relance très bas sur le terrain de l'Atlético qui ne fonctionne pas. Le Barça récupère. Et ça peut générer des situations très dangereuses, puisqu'on voit ici 1, 2, 3, 4, 5 Barcelonais, 3 joueurs de l'Atlético. Ça peut faire des dégâts. Un peu plus tard, relance à la main d'Oblak. Elles ont été rares, les relances à la main d'Oblak dans ce match. Pressing maximal sur le porteur. Il coupe l'angle de passe qui est le plus profitable, qui permettrait à celui qui reçoit la balle d'être mieux orienté. Il laisse l'angle qui va aller contre la ligne de touche possible, mais du coup, c'est une galère totale pour celui qui reçoit le ballon. Dos au jeu, à côté de la ligne de touche. Aucune solution possible rapidement. Il est obligé de sprinter vers l'arrière pour faire la passe négative ici à le Normand, qui se mange le pressing de Rafinha. Barrios voit tout ça et Barrios, il est comme Pedri, hein. Il a la vision de jeu. Il indique où le Normand aurait dû aller, la rendre à Oblak. Mais le Normand se positionne mal, mais pas son corps comme il faut. Mauvaise orientation de corps. Et du coup, il se retrouve complètement enfermé. Et là, il a juste zéro solution. Quand le Barça presse, voilà ce qu'ils veulent essayer de faire. C'est ça. Soit on la récupère, soit vous dégagez loin, un peu n'importe où, et on la récupère. Donc soit ils la récupèrent haut, soit ils la récupéreront dans leur camp et réinitieront une phase de possession. Là, c'est ce qui va se passer, hein, dégagement n'importe où, il n'a pas le choix, hein, tout est bouché. Récupéré par Inigo Martinez, le Barça reprend et repart sur de la possession. Donc ça, c'est le premier point. Mais, pour que ce premier point fonctionne, il faut quand même une équipe qui soit disciplinée. On l'avait déjà vu aussi dans la vidéo sur le PSG, que le PSG était l'équipe qui commettait le moins de fautes en Ligue 1. C'est pareil pour le Barça en Ligue des Champions. C'est l'équipe qui a commis le moins de fautes parmi toutes les équipes qui sont encore en lice dans la compétition, avec 89 fautes commises depuis le début de la compétition. Donc les joueurs pressent, et en plus les joueurs ne font pas des fautes bêtes qui gâcheraient l'effort collectif. Ok, donc pression au top. Premier point, très positif pour cette équipe du Barça. Second point, chacun son rôle. Là, on reviendra dessus plus tard, mais c'est vrai que c'est une différence assez nette, voire peut-être même la plus grosse différence, avec notamment le PSG de Luis Enrique. Les joueurs occupent une position définie au début du match et n'en changent pas. Là, c'est les hitmaps contre l'Atlético. Koubarsi, il est axe droit. Alors après, on voit à quel point le Barça joue haut, hein. La zone d'activité la plus forte de Pedri, elle est à l'intérieur du camp adverse. C'est un défenseur central. C'est très rare de voir ça. Mais il est à droite. Martinez, il est où? Il est à gauche. Et il n'y a pas des éléments ailleurs. Il n'y a pas des déplacements ici pour Koubarsi ou là pour Martinez. C'est très fixe. Très scolaire. Koundé, c'est le latéral droit. Il mange tout le couloir droit. Baldé, c'est le latéral gauche. Il mange tout le couloir gauche. Casado, il est milieu centre droit. Et on le voit surtout côté centre droit. Pedri, il est milieu centre gauche. On le voit surtout côté centre gauche. Dani Olmo, il est milieu offensif axial. Lui, c'est logique. Il va être au centre et puis il va venir soutenir. Lorsque le ballon est sur la gauche, il va venir soutenir les attaques côté gauche. Et lorsque le ballon est sur la droite, il va aller à droite pour soutenir les attaques côté droit. Mais ça encore, c'est très scolaire. C'est normal de voir ça d'un milieu offensif. Axial. Yamal, il est côté droit et il reste que côté droit. Donc une équipe très scolaire. Avec un plan de jeu, en fait, en réalité, très rigide. Lewandowski, pareil, hein. Il est neuf, il fait le neuf. Il décroche quelques décrochages par-ci par-là, mais la zone d'activité principale, c'est au cœur de la surface de réparation. Mais au milieu de toute cette équipe ultra rigide, il y a un joueur qui a des passes droits. C'est Rafinha qui est le venin de cette équipe. Parce que lui, pour le coup, il a carte blanche totale. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. J'ai pris quelques exemples sur le terrain. 5e minute, Rafinha, ailier gauche. 10e minute, Rafinha, demi-espace gauche. 12e minute, Rafinha, demi-espace droit. 22e minute, Rafinha colle la ligne de touche, aile gauche. 28e minute, Rafinha, demi-espace droit pour combiner avec Yamal. 32e minute, Rafinha mange la ligne de touche, côté droit. C'est le joueur illisible de l'équipe par excellence qui va poser les plus gros soucis aux lignes défensives adverses qui vont devoir s'adapter en permanence à son positionnement. Donc dans toute cette rigidité,
Flick a quand même inclus une incertitude pour les équipes adverses, c'est ce que va faire Rafinha quand et à quel moment. Le Barça joue très très haut. Ils jouent tellement haut qu'ils acculent totalement l'équipe adverse dans son propre camp et ils obligent tous leurs adversaires à jouer en bloc très bas. Là, je suis en train de dire ça, je parle de ce qui se produit dans les matchs où le Barça est encore à égalité avec des adversaires de haut calibre ou alors contre des adversaires de petit calibre à n'importe quel moment du match. Comment déstabiliser un bloc qui joue aussi bas? Bah pour ça, il faut des passeurs hors pair, qui ont une vision de jeu hors du commun et qui sont capables d'effectuer des passes laser. Ces passeurs, ils les ont. Ils en ont au moins 3. L'un des 3, c'est Koubarsi, qui voit des passes et fait des passes qui sont juste phénoménales. Et invisibles pour qui que ce soit. Alors déjà, elles sont invisibles pour nous, hein, parce que la réalisation espagnole, comme je l'ai dit, hein, le terrain, il est trop court. On voit même pas le destinataire de la passe. Mais là, on se dit une passe d'un défenseur central d'ici, c'est forcément une passe en l'air. Là, il va lâcher une passe laser, rat-terre, puissante comme ça, là, qui va arriver ici. Voilà, 2 lignes cassées en une passe. Déjà, 1, comment il voit cette passe? Je sais même pas comment c'est possible. 2, comment il réussit cette passe? C'est, voilà, on voit que là, c'est juste la qualité individuelle au maximum. La passe a détruit l'Atlético, hein. Regardez, là il y a Rafinha qui est un boulevard maintenant. Alors ça va rien donner, mais ça va pas donner de but à la fin, mais c'est ultra dangereux. L'autre joueur auquel vous vous attendez quand on parle de passe et quand on parle du Barça, c'est Pedri. Pedri pareil, hein, passe laser, il en fait par grappe à chaque match. Là ici il la met à Lewandowski. Bon, Lewandowski rate son contrôle et du coup s'ouvre pas l'espace, ça donne rien, mais elle est parfaite. La passe elle est parfaite et elle est à 200 à l'heure. Encore une, il fixe le joueur ici, il lâche une passe laser pour Lewandowski, ça donne cette occasion, frappe de Lewandowski sur la barre. Pedri. Koubarsi, entre les deux milieux, boum, la passe pour Olmo dans l'espace libre. Olmo qui en plus va faire un bon contrôle et s'orienter vers l'avant. Ouais. Au-delà des passes laser, il n'y a pas que ça, ils sont juste trop forts en passe, tout court. Là, Koubarsi encore une fois qui met ce ballon par-dessus, parfait. Mauvaise orientation du corps de... qui c'est ici? Je sais pas qui c'est, mais bon, de ce joueur, donc du coup ça donne pas grand-chose, mais la passe elle est parfaite. Si on regarde les stats avancées, Koubarsi, Pedri, Inigo Martinez, donc Inigo Martinez c'est le 3e joueur, on voit tous qui sont dans le top mondial. Ici vous avez les passes progressives, ce sont les passes qui ont parcouru plus de 9 mètres, vers l'avant, passes vers l'avant de plus de 9 mètres, et qui ne sont pas des passes qui sont dans ton camp. Pedri, il en fait... Koubarsi, il en fait 6,6 par match. Il est top 3% monde. Pedri, il en fait 9,7 par match. Top 1% monde. Inigo Martinez, 8,39 par match. Top 1% monde aussi. Voilà ce triangle-là qu'on a entre ces 3 joueurs-là. À la relance, là. Cette rampe de lancement pour l'équipe. C'est juste trop fort. On passe au point faible. Dans le dos de Jules Koundé. Forcément, quand on accule son adversaire avec autant de force, avec autant de joueurs, avec autant de détermination, ça laisse inéluctablement des espaces dans le dos. Et l'espace dans le dos qui revient de façon la plus problématique le plus souvent, c'est celui qu'il y a dans le dos de Jules Koundé. Déjà de manière structurelle, il existe quasiment tout le temps cet espace. Là, ici, par exemple, cette ligne de passe est mal protégée par Yamal. C'est trop facile de trouver Reinildo ici. Et du coup, comme Koundé doit courir sur Reinildo, ça ouvre immanquablement l'espace qui est ici pour potentiellement Griezmann et ça peut donner une action dangereuse. Alors ici, il se passera rien de très dangereux, mais voilà, ça nous montrait déjà dans le match, on avait des petits signes. Ok, ici, il y a quelque chose qui se passe. Un peu plus loin, alors c'était un peu avant dans le match, mais c'est une action qui a donné un plus gros danger. Jules Koundé qui vient très haut au pressing comme d'habitude. Le joueur qui se retourne, qui repasse par Oblak. Et ben comme Jules Koundé le serre et fonce sur lui, et ben forcément ça laisse une énorme poche d'espace ici que va utiliser Reinildo. Alors on voit Casado qui veille au grain, hein. Casado qui a un petit œil là-dessus, mais il aura quoi qu'il arrive un temps de retard. C'est ce qui va se passer, Oblak va la mettre dans la poche d'espace. Casado arrive en retard. Reinildo remporte le duel de la tête, Griezmann contrôle poitrine. Il arrive à se retourner, et résultat ici on a un 2 contre 2. À l'aile opposée. Alors vous allez voir, ça revient assez souvent.
L'espace libre, il est souvent dans le dos de Koundé, mais l'action, elle va souvent se finir à l'aile opposée. Griezmann va essayer de lancer Julián Alvarez, mais la passe va être bien lue par Inigo Martinez. Pas d'action dangereuse ici, mais ça, c'est une situation dangereuse. Ici, pareil, hein, Rodrigo de Paul qui se fait charger par Koundé et qui indique. Il dit, ah, bon, ben, Koundé vient sur moi, ça doit partir là-bas. Le passeur, il est ici. Et il va la mettre à Reinildo, qui va pouvoir partir ici et avoir quand même tout cet espace-là à grignoter pour aller vers le but adverse. Sur le premier but de l'Atlético, ben, c'est clairement cette faille-là qui a été exploitée. C'est pas normal par contre que le Barça prenne ce but parce que c'est pas normal que cette faille-là soit disponible sur un dégagement au pied du gardien. Ça, c'est pas possible. Que Oblak puisse aussi facilement mettre le ballon sur Reinildo ici et que le seul joueur qui puisse intervenir ce soit Koundé, il soit obligé pour le faire de totalement dézoner et d'ouvrir tout ça, c'est pas normal. Et c'est ce qu'il va faire. Le dégagement va être fait, Koundé va foncer pour aller disputer le duel avec Reinildo, mais avec 7 mètres de retard, donc forcément bah, le duel est gagné par Reinildo. Il est plus là, et là il y a tout cet espace-là qui est disponible. Le hors-jeu qui est mal géré par le positionnement de Inigo Martinez. Griezmann reçoit le ballon, change d'aile. Samuel Lino la remet en une touche au centre pour Julián Alvarez, qui termine. Très joli but, et le point faible dont on vient de parler du Barça qui a été bien exploité par l'Atlético. Deuxième point faible. Bon, on l'a un petit peu vu déjà avec le but, hein. C'est ce positionnement de Inigo Martinez. Le Barça, on le sait, tout le monde en parle depuis le début de la saison, joue à fond le piège du hors-jeu. Le problème, c'est que sur toutes les rencontres que j'ai pu voir, sur plein de matchs du Barça, je vais vous montrer, j'ai mis quelques exemples, la ligne défensive du Barça n'arrive pas à tenir une ligne parfaite pendant la durée de tout un match. Ils font systématiquement des erreurs de placement. Ces erreurs peuvent être aussi provoquées par le placement des adversaires. Il y a quelque chose qu'on va voir que plusieurs adversaires du Barça font, c'est qu'ils mettent des joueurs derrière la ligne du hors-jeu, de façon à essayer de déstabiliser l'un des joueurs de la ligne du hors-jeu. Là, Inigo Martinez, en fait, il s'est fait attirer par Simeone ici. Et regardez, l'alignement, il est censé être là. Il est censé être beaucoup plus haut. Et là, sur cette tête de Reinildo, pourquoi ça finit par un but? Parce que Griezmann n'est pas hors-jeu, alors que si Martinez est sur la même ligne que les autres défenseurs, Griezmann est hors-jeu et il se passe rien. Et on va voir que ces erreurs-là, elles sont récurrentes chez le Barça et c'est un gros point faible. Pareil, l'attitude des joueurs dans la communication de la ligne défensive, bah, y a des fois c'est très compliqué. Là on est à l'an 1 de Flick, peut-être qu'à l'an 2 ou 3, on verra moins ces erreurs-là. Mais là regardez sur cette action-là, qui va pas donner de but au bout, hein, mais le comportement des défenseurs, il est pas normal. Là ils font tout ce qu'il faut pas faire. Il y en a deux qui sont en train de se diriger vers l'avant, Koundé et Baldé, et il y en a deux qui sont en train de commencer une course vers l'arrière. Au moment où il lâche sa passe, ils ont de la chance là, Barça, sur cette action, il se trompe. Il la met là. Qui fait quand même une grosse occasion pour l'Atlético. Mais s'il la met là, regardez Martinez, qui a la traîne derrière les deux autres, il n'y a aucun alignement, la ligne elle est là, Martinez il est encore bien derrière. Et lui là, il peut être lancé tout seul et il y a un 2v1 là. Pareil, alignement défensif, le deuxième but de l'Atlético. C'est le comportement des défenseurs du Barça, catastrophique. Martinez qui traîne un peu ici, attiré un peu par Sorloth. Il vient de faire un appel, qui a suivi Sorloth, qui a suivi l'appel de Sorloth et qui se retrouve du coup bien derrière, donc logique, ok. Mais maintenant il faut resprinter vers l'avant, remettre la ligne. Continue de traîner. Alors après bon, à sa décharge, continue de traîner parce qu'aussi Griezmann est dans cette situation. Et que normalement, dans cette situation, quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 joueurs autour de toi et que tu es tout seul, normalement tu perds le ballon. Ou alors ça finit en touche. Le problème c'est que là c'est Griezmann. Et Grisou, il trouve le moyen de ne pas la perdre. Inigo Martinez, toujours en train de rêvasser. Il la met à Gallagher, Gallagher lui remet en une touche. Griezmann la remet en une touche à Barrios. Martinez est toujours dans son rêve éveillé. Poche d'espace de dingue. Gallagher commence son appel. Barrios en une touche. Toutes les passes ont été faites en une touche. Martinez toujours aux fraises. Et là, il réagit. Mais c'est trop tard. C'est trop tard et on a Gallagher qui est ici, qui va pouvoir partir tout seul et surtout on a Sorloth qui est encore là. Ça fait beaucoup penser à ce qu'on avait montré sur la liaison
Barcola Dembélé, avec Dembélé qui se met hors jeu pour ouvrir les espaces à Barcola qui part sur l'aile gauche et qui centre en retrait pour Dembélé qui a 5 mètres d'avance sur les défenseurs adverses. Ça ressemble vachement à des schémas de jeu du PSG, ça. Donc voilà, Gallagher qui reçoit le ballon, qui la met sur l'autre qui termine. Et voilà, cette ligne du hors-jeu mal tenue, qui est exploitée à merveille par l'Atlético, qui va mener 2-0 à ce moment-là du match. C'est pas arrivé que contre l'Atlético, c'est aussi arrivé contre Dortmund. Encore une fois, la technique des joueurs hors-jeu. Les deux joueurs de Dortmund hors-jeu qui font que la ligne défensive sait pas trop quoi faire. Un joueur qui fait l'appel entre les deux défenseurs centraux. Et résultat, le ballon qui est mis là, ben, ça donne des situations comme ça. Où on a un 2v0. Ça, c'est quand même une faiblesse qui n'existe pas chez le PSG. Le Bayern, j'attends de voir l'analyse, mais chez le PSG, jamais il se retrouve dans des situations comme ça. C'est pas le même plan de jeu, il joue moins haut, etc. Ça va donner but. La même chose contre Monaco, Koubarsi qui se fait aspirer par Balogun. Passe parfaite de Vanderson. Il y a Nikena qui va se retrouver tout seul et qui va aller fusiller Ter Stegen pour donner le but de la victoire à Monaco ce jour-là. Dernier exemple, Leganés. Le joueur hors jeu qui déstabilise la ligne défensive. L'appel ici qui mobilise tous les regards. Jeu à l'aile opposée. Positionnement défensif catastrophique. 2 joueurs ici, 2 joueurs là. On comprend pas comment la ligne est faite. Là, il met dans l'espace et ils ont de la chance parce que c'est Leganés. Et comme c'est Leganés, le joueur qui contrôle ici, et ben, il fait pas ce qu'il faut faire parce que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Un top joueur, il te remet ça en une touche là. Et lui, il fusille le gardien et c'est but tous les jours. Bon, il va pas la faire en une touche, il va contrôler, il va rater son contrôle, il va se retrouver là et il va pas y avoir but. Mais contre une top équipe, ça, t'es puni systématiquement. Donc un plan de jeu avec vraiment des risques très élevés. Et donc le Barça concède peu d'occasions, mais les occasions que le Barça concède sont des occasions à valeur de XG très très élevée qui génèrent des situations de but vraiment franches pour les adversaires. Et ça, je sais pas encore pour le Bayern, mais le PSG ne donne pas des situations aussi aberrantes à ses adversaires. Ça, c'est un premier point. Pour commencer à donner des éléments dans la comparaison des deux équipes. Bah ça y est d'ailleurs, on va s'attaquer à ça. Top of the League. Est-ce que le Barça est la meilleure équipe d'Europe si on les met en compétition avec le PSG et le Bayern, l'équipe la plus dominante, la plus impressionnante dans son plan de jeu, la plus dure à lire, la plus dure à défendre, avec le moins de failles? On va essayer de donner des éléments pour répondre à cette question. La première chose, c'est que ces 3 équipes sont des rois de la possession. Toutes au-dessus de 60% de possession de balle en Ligue des Champions. Le Bayern étant celle qui trône au sommet de ce classement. La première différence entre le Barça, le Bayern et le PSG, c'est que le Barça est moins tranchant. Les SCA, ce sont les actions menant à un tir. Alors, il y a 2 matchs de plus pour le PSG et le Bayern, mais ils en ont produit plus de 400 tous les deux. Le Barça, 275. Et spoiler, ils vont pas rattraper 150 actions qui mènent à un tir en 2 matchs. Ça veut dire que la façon de jouer du Bayern et du PSG conduit plus souvent ces équipes à obtenir un tir. Une situation de tir. Est-ce que ça veut dire que leur façon de jouer, du coup, crée plus de danger? Peut-être. Il faut voir d'autres indicateurs pour voir si c'est compensé par d'autres choses, mais ça semble être quand même un point à l'avantage du Bayern et du PSG pour l'instant. La différence dans la façon de jouer et d'attaquer et de contrôler le jeu, puisque ce sont 3 équipes de contrôle, la plus grosse différence, enfin une des plus grosses différences, c'est ça, c'est l'utilisation des changements d'aile. Le Barça n'est pas fan des changements d'aile. Depuis le début de la compétition, le PSG en a fait 68, le Bayern 51, le Barça seulement 29. Ils ne se font pas des longues passes, ils se font des passes dans les pieds. Et ils ne sautent pas nécessairement des joueurs dans les passes qu'ils font. Du coup, si tu fais pas de changement d'aile, tu désorganises moins souvent le bloc adverse. Le bloc adverse n'a pas à coulisser. Si le bloc adverse n'a pas à coulisser, le bloc adverse est plus en place, tout simplement, et va pouvoir potentiellement mieux défendre. Un jeu moins direct aussi. Un jeu beaucoup moins direct que le Bayern et le PSG. Ça, ce sont donc le nombre de passes progressives faites depuis le début de la Ligue des Champions, donc les passes de plus de 9 mètres, je vous expliquais au début. 768 pour le Bayern, 689 pour le PSG,
un peu plus de 500 pour le Barça. Pareil, hein, l'écart est trop grand pour que les 2 matchs de différence l'expliquent. Le PSG a tout simplement, le Barça pardon, a tout simplement beaucoup moins d'espace à exploiter parce qu'il joue tellement plus haut que le PSG et le Bayern que les autres équipes ne peuvent pas leur laisser des espaces pour faire des longues passes puisque les autres équipes sont trop en bloc bas. Résultat, c'est plus compliqué pour eux sur ça et là encore on voit que leur faculté à trouver des espaces dans les blocs adverses va être moins grande que pour les 2 premières équipes, Bayern et PSG. Comme le Barça est une équipe qui contrôle plus le ballon que le PSG et le Bayern, forcément ça leur laisse moins d'espace. Ça c'est la distance parcourue avec le ballon depuis le début de la Ligue des Champions dans les courses vers l'avant. Donc avec le ballon vers l'avant, les joueurs du PSG ont parcouru 17 000 mètres en ayant le ballon dans les pieds et en courant vers l'avant. Le Bayern, ils sont deuxième avec quasiment 16 000 mètres. Le Barça, ils sont ici, peut-être 10 ou 12e, avec 10 000 mètres. 7 000 mètres de moins. Les joueurs du Barça ne peuvent pas courir vers l'avant autant avec le ballon que ceux du Bayern et du PSG, comme je l'ai dit, parce qu'ils jouent tellement haut qu'il n'y a pas l'espace pour le faire. Si on s'intéresse aux joueurs directement, Dembélé, Yamal, Barcola, Rafinha, ben en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Dembélé a porté 68 fois le ballon. Donc là, c'est les progressive carries, c'est les courses sur plus de 9 mètres avec le ballon. 68 fois, Dembélé a fait des courses de plus de 9 mètres avec le ballon. Barcola, 50. Yamal, 40. Rafinha, 33. Moins d'espace, moins de courses avec ballon. Si on va plus loin, bah du coup, si t'as moins d'espace, bah le dernier tiers de l'adversaire, il est mieux contrôlé par l'adversaire et donc il est moins ouvert pour toi. Et là, en plus, on a des stats sympas parce que même si Barcola et Yamal, par exemple, n'ont pas joué le même nombre de matchs, 2 de plus pour Barcola, ils ont touché le même nombre de ballons depuis le début de la compétition. 452 pour Barcola, 453 pour Yamal. Et bien sur les 452 ballons touchés par Barcola, il en a touché 92 dans la surface de réparation adverse. Quand Yamal n'en a touché que 38 dans cette même surface de réparation. Donc les ailiers barcelonais et parisiens n'ont pas du tout le même nombre de situations à l'intérieur de la surface qui sont générées par les 2 plans de jeu. Pareil, un Rafinha 46 fois, Dembélé 84 fois dans la surface. Maintenant, les courses qu'ils arrivent à terminer dans la surface de réparation, ici. Les courses progressives qui finissent dans la surface de réparation. Là, c'est une course démarrée en dehors de la surface qui va dans la surface. 42 fois, Dembélé a fait une course qui démarre hors de la surface et qui finit à l'intérieur. 36 fois pour Barcola. 19 pour Rafinha et seulement 13 pour Yamal. Yamal n'a quasiment pas jamais apporté le ballon dans la surface de réparation depuis le début de la compétition. Le Barça a joué 10 matchs, Yamal en a joué 8, il l'a fait 13 fois. C'est-à-dire qu'il le fait moins de 2 fois par match. Ça montre à quel point les blocs adverses sont plus bas et leur laissent moins d'espace à exploiter. Et donc c'est un des défauts de leur plan de jeu, c'est que ce surcontrôle fait qu'ils n'ont pas des espaces dans les zones les plus dangereuses. Que le PSG, lui, arrive à trouver, et que le Bayern aussi arrive à trouver. Le point suivant, j'ai commencé à en parler quand on était sur le point numéro 2, je crois, sur le fait que le Barça était très scolaire, avec des rôles très définis, à part Rafinha qui est l'électron libre. Le PSG est beaucoup plus fluide. Le Barça est vraiment une équipe peu fluide par rapport au PSG. Quand on regarde les hitmaps de Hakimi, Dembélé, Vara par exemple, pour ne nommer que, on voit qu'Hakimi, à la différence de Koundé, il n'est pas en train de juste manger l'aile droite. Il vient faire des incursions aussi dans la surface, il fait des appels des fois de 9, il y a une vraie variété dans son jeu. Dembélé, c'est pareil, si on compare Dembélé et Lewandowski, Dembélé il est partout sur le terrain. Il vient décrocher, il fait des appels dans la surface, des courses dans la surface, il vient aider plus bas sur le terrain, même ici au niveau du milieu de terrain. Et Kvara, c'est pareil, regardez Kvara, on dirait la hitmap de Rafinha. Le PSG a beaucoup plus de joueurs qui jouent dans plein de zones différentes. Pareil, si on regarde Neves, Neves aussi. Il a des positionnements aux abords de la surface. Regardez là dans le match contre Lyon, il y a même plusieurs ballons qui touchent dans la surface. Il fait des appels de 9, c'est Neves. Vitinha aussi, il est partout. Et donc en fait, là-dessus, sur ce point-là, je donne vraiment un gros avantage au PSG. Parce que du coup, ben forcément, si tu as des joueurs qui peuvent être dans plein de zones différentes et que ça concerne plusieurs joueurs, tu es juste beaucoup plus difficile à lire pour ton adversaire. Là, les adversaires du Barça, ils ont juste à surveiller le cas Rafinha,
tous les autres joueurs vont être dans des positions qu'ils peuvent connaître et prédire. Alors après, voilà, ça n'enlève pas qu'ils vont devoir faire face au talent individuel et au talent d'élimination de Yamal, notamment, et même de Rafinha aussi quand il va toucher le ballon, mais ça, c'est des qualités individuelles. Mais sur le plan de jeu collectif, et là, c'est ce qu'on est en train de faire, quand on veut évaluer la meilleure équipe, c'est collectivement parlant. Quelle équipe est la plus forte collectivement? Ben, j'ai quand même vachement l'impression avec ces indicateurs-là que le PSG a un petit avantage. Des faits de surprise, des faits enfin, c'est beaucoup plus difficile pour un coach adverse, je pense, de préparer un match face au PSG que face au Barça, actuellement. L'autre point qui fait grandement pencher la balance pour évaluer quelle est la meilleure des deux équipes, bah, c'est que là, Casado, il est absent jusqu'au 16 mai. Hein. Casado, c'est un peu une des pierres angulaires du Barça. Donc sans une de ces pierres angulaires, par qui va-t-il être remplacé? Alors en début de saison, c'est Bernal qui jouait. Je sais pas si Bernal est revenu de blessure et va peut-être refaire quelques minutes, mais ça semble un peu court, il revient d'une très longue blessure. Donc ça va peut-être être du De Jong. Est-ce que De Jong ce sera aussi efficace que Casado? Dans un plan de jeu un peu plus offensif, ça peut être du Fermin. Est-ce que ça va être suffisamment équilibré avec du Fermin? Pour toutes ces raisons-là, bon, vous l'avez compris, je pense, mais je continue de penser que Paris est actuellement une meilleure équipe que le Barça. On a pu se pencher en long, en large, en travers sur cette équipe, non pas parce qu'on est supporter du PSG ou quoi que ce soit, mais parce que, objectivement, elle était concernée par le match le plus hypant des huitièmes de finale, le match le plus intéressant, et que donc on a pu analyser le PSG en profondeur dans cette vidéo, faire une vidéo débrief sur le match aller, la défaite du PSG, faire une vidéo débrief sur le match retour, la qualification. Et j'ai été plus impressionné que parce que j'ai vu du Barça sur les quelques matchs que j'ai pu revoir. Et sur ce que je vois de cette équipe depuis un petit moment. Donc dans mon power ranking, pour l'instant, je mettrai le PSG numéro 1. Et le Barça peut-être numéro 2. Mais je ne serai pas définitif sur le Barça tant que j'ai pas pu me pencher vraiment réellement sur le Bayern. Parce que, attention peut-être au Bayern qui est peut-être trop sous-coté actuellement. Alors la réponse à toutes ces questions, on pourra peut-être la voir très bientôt parce qu'on aura peut-être une demi Bayern-Barça et peut-être une finale PSG-Barça. Alors on est très très loin de tout ça, ou PSG-Bayern, on est très très loin de tout ça. Mais voilà, c'est trois équipes très intéressantes et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer par la suite cette saison. Malgré tout, ce Barça reste une équipe extraordinaire. Peut-être l'équipe la plus frisson depuis le début de saison, qui a offert un nombre de matchs spectaculaires ahurissants. De mémoire comme ça, on se souvient du 5-4 contre Benfica, on se souvient du 4-4 contre l'Atlético, là à nouveau 4-2 contre l'Atlético, le 5-2 contre le Real Madrid. Ce Barça est spectaculaire et vraiment une équipe kiffante à voir jouer, qui a un alien au milieu de terrain, Pedri, une espèce de machine, peut-être le meilleur passeur du monde. Et puis la pépite ultime avec Yamal et le phénix de Rafinha qui marche sur tout ce qui bouge. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me proposer des équipes à analyser. Là, je sais pas trop, j'étais peut-être hypé par une petite analyse d'Arsenal. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, donnez-moi les équipes qui vous intéresseraient. Merci encore pour tout le soutien, les commentaires, les partages et tout, c'est trop bien, la chaîne elle grandit petit à petit, c'est trop cool. Et surtout pour vos commentaires aussi, la qualité de vos commentaires, incroyable, comment ça enrichit le débat et ça pointe plein de choses que moi-même j'oublie ou je mentionne pas ou je suis passé à côté dans mes vidéos. Donc ça trop cool. Et on se retrouve cette semaine, c'est ce samedi qu'on se retrouve en live à 21h. Donc à samedi pour ceux qui suivront le live. Et sinon, ben, à la semaine prochaine pour la prochaine analyse.